Bonjour à tous et à toutes pour cette rencontre du Club de la Presse avec le type et Aki. On va revenir un petit peu sur la présentation de ces deux médias. Le Club de la Presse de Bordeaux organise régulièrement des événements et notamment invite les nouveaux médias, les médias émergents ou les médias plus anciens à venir se présenter quand ils ont une actualité, par exemple. Et d'ailleurs, au club, on est organisé en plusieurs commissions. Et parmi les commissions actives, il y a la commission Nouveaux médias, nouveaux formats. Et c'est dans le cadre de cette commission que nous avons le plaisir d'inviter Laurent Bigarella, qui est rédacteur en chef d'un média en ligne qui s'appelle Le Type et qui est rédacteur en chef et fondateur d'une revue papier, magnifique revue papier, qui s'appelle Aki. Alors peut-être pour commencer, Laurent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment tu en es arrivé à développer le type version en ligne et Aki, et puis quelle est la singularité aussi éditoriale de ces deux médias? Et avec plaisir et bonsoir et merci pour l'invitation au Club de la Presse. Donc, par où commencer? Je suis né à Bordeaux, j'ai fait toutes mes études sur Bordeaux et c'est à ce moment-là, en 2014, que j'ai intégré la rédaction du Type. Donc, je ne suis pas fondateur. C'est pour revenir sur l'historique du Type. C'est deux amis qui étaient les responsables du pôle culture d'un journal étudiant qui s'appelle Tintamarre, qui existe toujours d'ailleurs, je crois, qui est le journal de l'université de Bordeaux. Et donc, dans ce journal, il y avait un pôle culture dans lequel on écrivait des chroniques de livres, de films, de disques, etc. Et donc, les responsables du pôle culture, Mélodie et Fen, elles sont parties en 2011 de Tintamarre pour fonder le média en ligne Le Type, qui à la base qui avait plutôt l'aspect d'un blog et qui était là un petit peu pour expliquer ce qui se passait à Bordeaux, un peu d'un point de vue un peu caché, Le Type, on ne savait pas trop qui c'était, etc. Elle faisait un petit peu des comptes rendus d'événements, de concerts, etc. à Bordeaux. Et puis, donc ça, c'était en 2011. En 2014, elles ont, pour des raisons personnelles, 2014, elles sont parties à Paris. Et c'est à ce moment-là, moi, j'avais intégré le magazine entre-temps et elle m'avait proposé d'écrire puisqu'on avait déjà travaillé ensemble à Tintamarre. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à écrire des articles pour Le Type. Et quand elles sont parties de Bordeaux à Paris, j'ai décidé de reprendre un petit peu le projet en main avec pas mal d'amis qui étaient partants. On était étudiants à l'époque pour écrire dedans. C'était sympa parce qu'on pouvait avoir des invitations gratuites à des événements, à des soirées sur Bordeaux, etc. Donc, ça a permis de mobiliser pas mal d'amis sur le projet et puis de commencer à nouer des partenariats beaucoup avec des acteurs culturels à Bordeaux. Et c'est comme ça que le projet il a commencé à un petit peu se développer en nouant plein de connexions et de partenariats avec des salles de concert, avec des clubs, avec des festivals, avec tout type d'acteurs culturels à Bordeaux. Parce que la spécificité du Type, c'est de chroniquer et de présenter, de valoriser la scène musicale principalement. Et dans la scène musicale, la scène électro, il y a quand même un angle éditorial assez pointu. La singularité, c'était de renforcer l'identité éditoriale, en tout cas avoir une éditoriale qui soit bien claire, c'est-à-dire le côté local, parce que avant qu'on reparte à ce moment-là en 2014-2015, on pouvait parler de choses qui n'étaient pas forcément reliées à Bordeaux, parce qu'il y avait cet aspect un peu blog où chacun écrivait un petit peu sur ce qu'il voulait, etc. Et quand 2014-2015, on a vraiment souhaité en faire un média vraiment ancré localement et aussi d'avoir une singularité qui était de plutôt promouvoir la scène culturelle et artistique plutôt émergente, indépendante. C'était un peu le pari, donc pour pas trop se perdre, parce que parler de culture à Bordeaux, ça peut être très, 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 très large. Même si on peut revenir sur l'activité culturelle bordelaise, mais en tout cas, essayer d'avoir un angle assez précis. Donc, émergence, indépendance et scène indépendante, et puis du coup, le côté local. Au début, c'était vraiment Bordeaux, Bordeaux. Après, on a un petit peu évolué sur la région plus globalement Nouvelle-Aquitaine. On en reviendra, j'imagine, en parlant de Aki. Mais on a affirmé ça. Et puis, donc, en fait, depuis ce temps-là, l'équipe s'est agrandie. Il y a plein de personnes qui ont intégré l'équipe.
Clément par exemple, qui est ici présent. Et ce que je peux peut-être dire par rapport à ce que tu disais, c'est que musique électronique, pas forcément que. Il y a du rap aussi. Il y a beaucoup de rap, notamment via Clément qui est sur une chronique qui s'appelle Le Type de Rap, qui est une série vidéo sur la scène rap locale. Et d'ailleurs, pas que musique aussi. Alors, il se trouve que beaucoup de gens dans l'équipe sont plutôt des adeptes de musique et des amateurs ou amatrices de musique. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui s'intéressent à la musique. Mais l'idée, c'est d'essayer vraiment de documenter la scène culturelle de manière la plus large possible. Donc, c'est pour ça qu'on parle autant de. Ça peut nous arriver de parler de cinéma, par exemple, de design graphique, parfois de théâtre. On a fait un article sur une coopérative qui s'est montée, qui existe à Bordeaux sous le format coopératif, mais qui est un théâtre, de street art, de skate, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment les pratiques culturelles et artistiques de manière assez large qu'on essaie d'explorer à travers le type. Je voulais rebondir sur un mot que tu as utilisé. Tu dis on essaie de documenter et vous publiez régulièrement une newsletter qui est titrée la newsletter qui documente la vie culturelle, etc., etc. Je voulais revenir sur cette idée de documenter. De garder une trace, peut-être plus qu'à la manière de journaliste, carrément de documentariste presque. Et puis, ça vous oblige aussi, ce terme de documenter, à aller à couvrir très largement les sujets, non? Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un peu une volonté de notre part parce qu'en fait, nous, on est tous des témoins à notre échelle à Bordeaux d'une sorte d'effervescence de la vie culturelle locale et de la scène artistique où on observe qu'il y a, notamment, on vient de parler de rap ou de musique électronique, où c'est des scènes qui se développent beaucoup à Bordeaux et aussi sur d'autres pratiques, sur le street art, par exemple, ou d'autres choses. Et du coup, en fait, à travers le type, c'est d'essayer de garder, comme tu dis très bien, en fait, de garder une trace et de pouvoir se retourner parfois. Parfois, ça arrive de regarder des articles qu'on a sortis il y a 2-3 ans et ça nous permet un petit peu de voir aussi une sorte d'évolution de comment la scène culturelle, elle évolue, quelles sont les dynamiques, quelles sont les tendances à l'œuvre au sein de cette scène-là et de pouvoir garder une trace, un peu d'archiver finalement ce qui peut se passer à Bordeaux sur le plan culturel. Et voilà. Ouais. Ce qui m'a frappé moi aussi, c'est qu'on a le sentiment en lisant et la newsletter et en vous suivant sur les réseaux sociaux et en allant sur le type, c'est qu'il y a une communauté, que vous faites communauté, notamment sur le plan artistique, ça on le sent très fortement. Et je voulais revenir sur l'initiative que vous avez développée cet été autour des incendies de forêt. Tu peux expliquer ce que c'était, pourquoi vous l'avez fait et comment vous avez mobilisé les groupes? Oui, alors c'est une compilation caritative suite aux incendies qui ont eu lieu à la Thèse de Buch et à Landiras. C'était les premiers incendies. Après, il y en a eu d'autres dans le département, mais là, c'était un peu le point de départ. Et déjà, à titre personnel, moi, notamment, en fait, j'ai grandi à la Thèse de Buch, donc j'ai été hyper touché, et évidemment, d'autres personnes de l'équipe également. Et en fait, on s'est posé la question parce que nous aussi, on essaie de promouvoir une forme je sais pas si on peut dire de journalisme parce qu'on n'est pas forcément des professionnels, etc. On n'a pas forcément de termes de presse, etc. Mais on essaie de promouvoir un peu une vision du journalisme et de la culture engagée. Et du coup, quand il y a eu ces incendies qui ont eu lieu, on s'est un petit peu posé la question, en fait, comment on peut être utile en fait dans cette période-là et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour prendre notre part face à ce drame, quoi. Et on s'est dit, voilà, on a une caisse de résonance qui est qu'on a une plateforme média avec une communauté effectivement qui suit ce qu'on fait. Et puis, on est connecté avec beaucoup d'artistes, notamment au niveau local, puisque on chronique ce que font les artistes. On a une playlist notamment mensuelle qui s'appelle Eclectip, où tous les mois, on va venir relayer les dernières sorties d'artistes, autant en rap qu'en musique électronique, qu'en rock, qu'en jazz expérimental ou je ne sais pas quelle autre esthétique. Mais voilà, et ça aussi par rapport, je fais un lien avec la question précédente sur documenter. En fait, quand on a voulu sortir la compilation, on a repris toutes les playlists qu'on avait sorties depuis, je sais pas, 4-5 ans. Et ça nous a permis de voir en fait à quel point on avait couvert un spectre artistique très large. Et ça nous a permis aussi de venir piocher dans ces playlists-là pour solliciter des artistes en vue de la compilation. Et donc, en fait, on a sorti
très, très rapidement, au bout de, je sais pas, 5 jours, on a contacté en fait toute une série d'artistes en leur expliquant le projet. Voilà, on veut sortir une compilation qui vise à lever des fonds pour des associations locales qui sont basées sur le bassin d'Arcachon, qui sont basées à la Thèse de Buse directement ou qui sont un peu plus, qui couvrent un territoire plus large comme la LPO, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, la Ligue pour la protection des oiseaux. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'était de lever des fonds pour ces associations en vue de la compilation s'appelle Après les flammes. Bah, qu'est-ce qu'on fait qu'une fois l'incendie s'est terminé et voilà. Et puis nous-mêmes, on se posait cette question en fait. Une fois que la forêt a brûlé, bah, enfin, en fait, enfin, est-ce qu'on replante parce qu'il y avait un peu des débats là-dessus auprès des associations qu'on a sollicitées. Est-ce qu'il faut replanter? Qu'est-ce qui se passe? Les animaux, comment on peut les aider, etc. Nous, c'est pas du tout notre champ d'expertise, mais par contre, ce qu'on pouvait faire, c'était voilà lever des fonds pour que les associations puissent faire leur travail convenable, enfin un peu plus convenablement. Et donc, voilà, on a sollicité, je ne sais pas, une cinquantaine d'artistes et puis dans des délais très, 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 très courts. Donc, on a eu à la fin 27 morceaux, 27 artistes qui ont pu participer au projet. À la fois, certains artistes ont composé des morceaux spécialement pour l'occasion. Donc ça, c'était déjà super de voir que les artistes étaient mobilisés et de un peu sortir de l'idée d'une bulle artistique qui s'intéresse pas du tout aux problématiques contemporaines. C'était aussi un moyen de montrer ça pour nous. Donc, et puis des artistes qui avaient aussi des morceaux qu'ils avaient déjà composés, qu'ils n'avaient pas pu sortir auparavant, qui nous ont proposés. Et puis d'autres artistes qui n'avaient pas forcément le temps, mais qui ont quand même voulu participer à l'initiative et qui ont donné un morceau qu'ils avaient déjà sorti auparavant. Et donc voilà, ce qui fait que cette compilation, et donc on a sélectionné trois associations à qui on va reverser les fonds. Et alors, ça a fonctionné, cet appel aux dons via une compilation artistique? Ça, on a récolté un peu moins que ce qu'on escomptait quand même, pour être tout à fait transparent. On a récolté 300 euros, ce qui est un peu en deçà de ce qu'on pensait. Après, voilà, le projet est tombé en plein milieu de l'été, donc c'était pas aussi évident de communiquer dessus, malheureusement. Et voilà, je pense que c'est essentiellement pour ça. Et parce qu'il y a eu, enfin, il y a aussi beaucoup de relais quand même de Sud-Ouest, de Nova National qui nous ont interrogés. Ils étaient à Darwin cet été, ils nous ont interrogé, France Bleu Gironde. Mais voilà, enfin, on voit que l'été, c'est pour ça que nous, généralement, avec le type, l'été, on fait une pause éditoriale, on publie, en tout cas au mois d'août, on publie quasiment rien parce qu'on sait que les gens sont en vacances et que ça fait du bien aussi de pouvoir un peu décrocher du fil de l'actu. Et voilà. Ok. Tu as évoqué tout à l'heure rapidement l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que nous, on essaie aussi de comprendre au Club de la Presse comment fonctionnent les médias. Alors, vous n'êtes pas un média émergent au type, parce que c'est un média qui existe depuis de longues années, mais c'est un petit média. Comment vous fonctionnez en termes d'équipe? Alors, on est toutes et tous bénévoles, pour commencer. On est structuré sous format associatif. Donc, on a une association qui s'appelle Cultural avec un K, qui est pas basée à Bordeaux d'ailleurs, qui est basée à Gujan-Mestras. Et cette association regroupe en gros, bon, on reviendra dessus après, mais en gros, plutôt d'abord sur l'équipe. On est une vingtaine, je dirais, dans l'équipe. Plus ou moins impliqués parce qu'il y a des gens qui, en fait, déjà tout le monde travaille à côté, en fait. Donc, on fait tout ça sur un temps perso. Et il y a des gens qui travaillent sur le graphisme, par exemple. Il y a la majorité des gens de l'équipe sont plutôt là sur de la rédaction. Ils prêtent main forte en fonction de leur temps, de leur motivation et aussi de leur intérêt, évidemment, pour écrire sur tel ou tel sujet. Et du coup, ce qui fait que il y a un côté très spontané, très artisanal aussi, où en fait, c'est chacun qui, en fonction de ce sur quoi il a envie d'écrire, vient nous proposer un article sur ce sujet-là. Clément régulièrement demande est-ce que ça peut être intéressant qu'on écrive un article sur ce rapport-là qui vient de sortir un morceau. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, chaque rédacteur, rédactrice est un peu à sa spécialité, à son sujet de prédilection. Et du coup, chacun va venir apporter sa pierre à l'édifice sur sa thématique. Et concrètement, comment ça se forme et comment ça s'encadre une équipe 100% bénévole? Ça s'encadre, c'est pas notre point le plus fort.
Pour finir sur l'équipe, on a aussi donc un bureau quand même qui est composé d'un président qui s'appelle Romain, d'un trésorier et d'une secrétaire. Et voilà, qui structure un peu, qui chapeaute l'organisation. Et donc, comment ça s'encadre? Essentiellement en ligne, en fait. On a une conversation Messenger sur laquelle on communique plutôt sur la vie de l'asso, sur les grands projets en cours. Et après, on a un espace sur Slack où du coup, on échange en direct avec tel ou tel contributeur, contributrice, voilà, plutôt sur la partie édito sur le Slack et après sur la vie de l'équipe plus globalement sur Messenger. Et puis après par mail avec des gens, parce qu'on est souvent sollicité par des gens qui veulent intégrer l'équipe ou qui ont envie de contribuer en participant sur un article. Voilà, William qui fait partie de l'équipe également, qui veulent participer en écrivant un article ou autre. Et donc, il y a voilà, évidemment beaucoup de mails, voilà. Mais sinon Slack et Messenger. Et après, là, on réfléchit à mettre en place une plateforme, une chaîne Discord qui nous permettrait aussi, ce qu'on réfléchit à impliquer davantage notre communauté sur la partie rédactionnelle et éditoriale. Et ça nous permettrait en fait de faire contribuer notre équipe notre équipe et du coup d'autres personnes qui auront envie de participer et aussi du coup de soumettre des sujets de manière un peu plus libre que ça ne l'est actuellement. Okay. Comment ça se passe pour toi qui es rédacteur en chef? Tu valides les propositions de sujets, tu relis tous les sujets ou tu les visionnes tous avant diffusion, et quel temps ça représente? Peut-être le rythme de publication aussi que vous fixez? Alors, on est sur un rythme assez comment on dit maintenant, de slow news, c'est ça, je crois. Slow media ou voilà, slow news, ouais. Alors, donc, on est sur à peu près environ 3 articles par semaine. Ouais. Après, on a beaucoup plus d'actualité, d'activité plutôt sur les réseaux sociaux, puisque quand même, on est un média qui tire le plus gros de son audience sur Instagram, notamment. Sur Facebook de moins en moins parce que la plateforme est en train de mourir un petit peu, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, c'est sur Instagram, on a un rythme parce qu'on aussi au-delà de la news, on fait aussi beaucoup par exemple, de jeux concours pour notre communauté ou ce genre de choses. Donc ou même des formats qui sont uniquement disponibles sur Instagram, par exemple, ça nous arrive. Donc on a plutôt sur le web, on est plutôt à 3 articles et puis après beaucoup plus d'activités en ligne sur les réseaux sociaux. Et puis après, du coup, en tant que rédacteur en chef, c'est ça, c'est validation des sujets et édition aussi des articles, donc de relecture, de chapeautage, etc. Enfin voilà, ce travail-là. Et puis voilà, en lien direct avec chaque rédacteur. Et dans l'équipe, tu as des personnes qui sont formées au journalisme ou qui se destinent à ce métier-là ou pas du tout? Ou ce sont des rédacteurs bénévoles, indépendants qui ne souhaitent pas forcément faire leur métier? Il y a un peu Alors, majoritairement, ce ne sont pas des profils de journalistes ou d'étudiants en journalisme. Ah oui, il y a des questions peut-être. Oui, je vais répondre à cette question, Gabriel, après. Mais du coup, il y a des profils très, très variés. Il y a des étudiants, des étudiantes qui ont envie de se former. Ce qui est aussi, c'est comme ça qu'on envisage le projet, c'est qu'aussi une plateforme aussi pour des jeunes qui ont envie d'apprendre en fait, de se former et aussi d'avoir quelque chose à montrer derrière en fait à des recruteurs, à des rédactions pour qu'ils puissent voilà et même ça nous arrive d'accueillir des stagiaires aussi et pour eux c'est un bon tremplin aussi pour avoir un peu un portfolio en fait d'articles à montrer. Mais voilà, après on a des profils très variés comme William et Clément par exemple, qui sont pas forcément qui n'ont pas fait des études en journalisme, mais qui contribuent assez régulièrement au projet sur différents sujets. Donc voilà, il n'y a pas forcément mais pas forcément journalisme en fait. C'est ça qui est intéressant et c'est plus la passion que chacun a pour un sujet. Clément est un gros fan de rap et expert sur le sujet. Ça, on l'avait compris. Et du coup, c'est hyper précieux d'avoir des gens comme ça qui ont une vraie expertise sur un sujet et qui vont l'apporter pour le média. Alors, on a une question de Gabriel sur Internet. Bonjour et merci pour cette rencontre. Avec une équipe de bénévoles, le turnover n'est-il pas trop important?
Merci Gabriel pour la question. Et si il y a un turnover très très important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils ont envie d'écrire un article et ils écrivent un article et puis ciao, ça arrive. Après là quand même depuis 2-3 ans, on a quand même réussi à solidariser une équipe, un petit noyau constitué de 6-7 personnes qui sont là depuis 2-3 ans, voire plus. Et qui font que l'association quand même se structure et qu'il y a quand même une vie associative qu'on essaie de développer autour de ce noyau. Donc ça, c'est assez chouette. Mais sur la partie des gens qui contribuent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover et c'est un peu le défi. Et là c'est vrai que le projet étant né en 2011 et s'étant un petit peu accéléré depuis 2015-2016, là, on essaie quand même de réfléchir à des modalités pour sortir un petit peu du modèle du bénévolat et d'essayer voilà, de pouvoir rémunérer les gens pour le travail qu'ils font. Voilà, la moindre des choses, quoi. Donc, work in progress, un Voilà, travail c'est en ça. cours. OK. Merci. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le type complémentaire ou est-ce qu'on passe à la deuxième publication de la même association? Tout à fait. Voilà. Bon, alors, on va passer à Aki. Je vais d'abord montrer celui-ci parce que celui-ci, c'est le premier. Oui. Revue papier. Qu'est-ce qui vous a pris dans votre association pour vous dire, tiens, on est sur les réseaux sociaux, on a une newsletter, on a une plateforme en ligne, enfin, on a un média en ligne, si on crée une revue papier? Eh ben, c'est grâce au Covid, en fait. Parce que du coup, comme je disais, on est toutes et tous bénévoles et du coup, on a tous un travail à côté. Et en fait, du coup, quand le Covid est arrivé, une bonne partie de l'équipe s'est retrouvée en chômage partiel sur notre activité principale. Et du coup, en fait, c'est pas que ça, mais en fait, on avait fait une réunion d'équipe, une assemblée générale de l'association en décembre 2019, donc 3 mois avant le Covid, 2 mois avant le Covid. Et à cette assemblée générale, on s'était dit, on a envie de travailler sur un format papier. On avait fait une présentation sur quel objet on voulait un petit peu penser, designer, etc. Et puis Covid, paf, donc en mars 2020. Donc oui, c'est ça, 2 mois et demi après cette réunion. Et donc du coup, des gens de l'équipe, dont moi, on s'est retrouvé avec pas mal de temps à disposition. Et on l'a mis à profit pour travailler sur ce projet qu'on avait déjà écrit en fait. Donc il n'y avait plus qu'à le mettre en place. Et donc, oui, on a lancé l'appel à contribution, je crois, parce que du coup, on va y revenir, j'imagine Oui. peut-être, mais on fonctionne sur des appels à contribution qui nous permettent d'ouvrir un petit peu le champ des personnes avec qui on collabore sur ces numéros. Et du coup, on a lancé cet appel à contribution, je crois, en juin 2020. Et puis, la revue, le premier numéro est sorti en décembre 2020. Donc, toute l'année Covid, en fait, où on a eu du temps un petit peu, on l'a consacré notamment à ça, parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc, Alors, Aki Akakai, sous-titré Marge des Néo-Aquitaines, premier numéro sorti Contre-culture. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Deuxième numéro paru Périphérie. Donc, à chaque fois, une thématique forte. L'idée d'aller explorer les marges, qu'elles soient géographiques, esthétiques, formelles. Je crois qu'il y a un troisième numéro qui est aussi en préparation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des partis pris éditoriaux et de cette fameuse exploration des marges? Oui, oui, carrément. Du coup, l'idée, c'était un petit peu. En fait, déjà, ce qu'on faisait nous avec le type, c'est un peu une prolongation de ce qu'on fait avec le type, parce que avec le type, comme on disait tout à l'heure en intro, il y a cette volonté de mettre en avant les cultures émergentes, les cultures indépendantes, qui ont pas forcément beaucoup d'expositions dans les médias locaux, encore moins nationaux évidemment. Euh, et donc, avec cet objet papier, c'était un petit peu d'aller fouiller un petit peu plus ça en profondeur avec du temps long, avec de l'espace donné au reportage et aux articles. Et l'envie, oui, de mettre en avant les cultures plutôt alternatives, ce qu'on a appelé les cultures alternatives, ou du coup les marges. Parce que nous, c'est un peu ce qu'on expliquait dans ce premier numéro, c'est qu'on considère que c'est un petit peu grâce à ces cultures alternatives, cultures émergentes, que la culture de demain s'écrit en fait finalement. Et donc du coup, c'était donner la place à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles esthétiques,
toujours voilà, en les documentant et de leur donner toute la légitimité qu'elles ont, parce que dès qu'on couche quelque chose sur papier, ça donne tout de suite quelque chose un peu plus noble, entre guillemets. Et donc, les cultures qu'on met en avant enfin, dans le premier numéro, notamment, qui est donc sur les contre-cultures, les cultures électroniques qui sont quand même très peu abordées dans les médias dominants ou alors toujours sous un prisme de clichés reliés par exemple aux drogues ou à ce genre de choses ou aux nuisances sonores alors que c'est des cultures qui sont très très déjà c'est les nouvelles générations s'intéressent beaucoup à ces esthétiques et ces cultures-là et donc du coup on avait envie de leur donner la parole dans ce numéro, même le rap qui est je pense que la musique la plus écoutée aujourd'hui en France et qui pourtant quand on en parle dans les grands médias, enfin, sans vouloir opposer un grand média et média de niche, hein, parce que ça reste quand même un média de niche, on avait envie voilà, de leur donner toute la légitimité qu'elles méritent et donc le faire dans un objet papier, c'était une façon de le faire. Et donc voilà, donc premier numéro sur les contre-cultures. En parlant de rap, donc de musique électronique, mais aussi de street art, de quoi on a parlé de lieux aussi, parce que c'est une vraie question à Bordeaux, la place des lieux alternatifs, parce que c'est une ville aussi que nous, quand on a commencé avec le type enfin, en 2011 et puis un peu plus tard en 2014-2015, il y avait une effervescence et on voit depuis quelques années qu'il y a quand même de moins en moins de place pour ces cultures-là en fait à Bordeaux ou de manière très très cadrée, mais en tout cas là, les lieux ont perdu complètement la place qu'ils avaient. Dans ce premier numéro, on parle beaucoup du Void, qui était un lieu, le Zoo Bizarre, puis il y a eu l'Hérétique, enfin, et le Void, mais qui du coup a fermé suite au Covid, mais c'est pas que à cause du Covid qu'il a fermé. Donc, c'était un peu voilà, de documenter tout ça, encore une fois, dans ce numéro-là. Et puis même c'était aussi une façon pour nous d'aller chercher d'autres contributeurs et contributrices. Parce que du coup, les appels à contribution nous permettent d'aller chercher d'autres profils au-delà des gens de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré sur le premier numéro d'un historien, par exemple, ou d'une sociologue, ou de gens qui sont des porteurs ou porteuses de projets, qui sont du coup des praticiens de la culture. Et donc, voilà, encore une fois, on donne la parole. Je crois que finalement, il y a assez peu de profils de journalistes qui ont écrit dans Aki 1 et dans Aki 2. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, alors moi, le deuxième numéro m'a plus intéressé parce que ça concernait les périphéries et donc aussi la question de la ruralité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la mixité des paroles et des points de vue, et notamment le fait qu'il y ait des universitaires et des chercheurs qui portent un regard aussi différent. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce regard-là. Je voulais revenir sur le parti pris graphique. Alors, je vous montre une page au hasard, hein. Dans les deux numéros, peut-être plus marqués sur le premier numéro, des parties pris graphiques très très forts aussi. Est-ce que beaucoup plus que dans le type pour le coup? Oui. Tu peux nous en parler aussi des choix de couverture? Avec plaisir. Donc c'est en fait dans le cadre de l'association, on a un autre projet qui s'appelle Sin City. Mais pour le dire très très rapidement, qui nous permet de nous connecter avec d'autres scènes locales en Europe. On estime qu'il y a des scènes artistiques, notamment sur la musique électronique, intéressantes. Et via ce projet, on avait travaillé avec une agence de design graphique qui s'appelle Bureau Nuit, qui était basée à Bordeaux, puisqu'elle n'existe plus vraiment. C'est deux amis qui géraient cette agence. Et en fait, quand on a commencé à évoquer le type, on a en fait directement pensé à eux parce que oui, pardon, pareil, merci William. Quand on a commencé à réfléchir à Aki, on a directement pensé à eux parce que on avait déjà travaillé avec eux du coup pour le projet Sin City et que par ailleurs eux avaient travaillé sur un autre projet d'édition, c'est La Relève et la Peste, qui est un média en ligne et qui a aussi du coup une extension papier. Et sur cette extension papier de La Relève et la Peste, ils avaient fait un super travail de mise en page, de design graphique. Et donc, pour nous, c'était un peu naturel de travailler avec eux sur Aki, d'autant qu'on partage beaucoup de choses, enfin, énormément de valeurs, de vision, à la fois éditoriale, visuelle, graphique, etc. Donc, la collaboration, en plus, a été vraiment très fluide et très fructueuse, puisqu'on est vraiment super content de la façon dont ça s'est produit. Donc, il y a eu là aussi beaucoup d'allers-retours entre eux et nous sur les choix de typographie, sur les choix
de mise en page d'articles. On a échangé énormément même nous, de quelles étaient les revues qui nous plaisaient en fait et sur lesquelles on avait envie desquelles on voulait s'inspirer. Et puis, donc voilà, c'est comme ça qu'ils sont venus avec ce premier numéro, en fait, qui avait effectivement un parti pris graphique assez fort. Radical. Radical, si on peut dire, mais voilà, qui nous plaît beaucoup. Et même sur le choix du papier, enfin, nous, en fait, on avait vraiment l'envie de proposer même un objet, en fait, qui soit voilà, un bel objet, qui soit pas quelque chose qu'on consomme, parce qu'en fait, avec Aki, on essaie vraiment là, pour le coup, vraiment, peut-être encore plus que sur Aki, de documenter, de garder une trace sur cette scène culturelle et artistique. Et donc là, le papier, c'est peut-être pas mieux que le web, mais en tout cas, c'est une autre façon de le faire. Et donc, on avait vraiment envie d'avoir un bel objet, c'est-à-dire pas quelque chose qui se jette, sur lequel on va lire une actu, mais en fait, cette actu, si on la lit dans 2 mois, elle n'est plus valable, en fait. Et nous, c'est pour ça que le web, pour nous, est toujours pertinent et la complémentarité entre le web et le papier, on la trouve toujours intéressante. On garde le web pour relayer des actus, qu'est-ce qui se passe en termes de vie événementielle, d'actualité des artistes, etc. Et sur le papier, on sort complètement, c'est-à-dire que le premier numéro Contre-Culture, si on le lit maintenant, en fait, il est toujours d'actualité finalement, parce qu'il est relié à aucun événement finalement. Et il s'ancre évidemment dans une époque, et il en est le témoin, mais on pourra le lire dans 10 ans et ce sera, on espère, une bonne façon de prendre le pouls de quelle était l'activité culturelle à ce moment-là dans la région Nouvelle-Aquitaine. Tu peux nous parler du numéro qui est en préparation, enfin en gestation plus qu'en préparation? En gestation, ouais, carrément, c'est avec plaisir. Donc, il aura pour thème art écologique. On a lancé un appel à contribution pour ce numéro-là. L'idée, c'est qu'il sortira plutôt printemps 2023. Donc, on se laisse du temps notamment parce qu'on a toutes et tous repris nos activités salariés personnels. Donc, c'est très chronophage, donc on a besoin quand même de pas mal de temps pour s'occuper de ça. Et donc, il y aura pour thème art écologique. Et l'idée, c'est un petit peu, c'est pas non plus innocemment qu'on a lancé cette compilation parce qu'on avait déjà ces réflexions-là, la compilation Après les flammes. C'est un peu de montrer dans ce troisième numéro comment les acteurs culturels et les artistes peuvent prendre leur part face au changement climatique et à toute cette réflexion qui est très présente en ce moment dans la société, et de voir notamment plus précisément comment à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, dans la région, les acteurs et les artistes s'engagent sur cette question-là. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'on considère que les artistes, par leur pouvoir un petit peu de prescription, par la mise en récit qu'ils proposent, ils ont un vrai rôle à jouer et il faut qu'ils soient davantage impliqués peut-être et engagés sur cette question-là. Donc, ce troisième numéro, ça va être un peu leur donner la parole aux artistes, mais aussi aux acteurs culturels. Comment, quand on est un festival, on peut intégrer cette réflexion dans son activité. Par exemple, en réduisant les billets d'avion des artistes qu'on invite, par exemple, sur la question des déchets, évidemment, sur la question de l'énergie, il y a, en fait, à plein d'endroits, les acteurs culturels, ils ont un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant, en fait, dans le troisième numéro. Voilà, en résumé. Si on va dans l'arrière-cuisine d'Aki, alors c'est monté comment concrètement? Combien ça coûte? Comment c'est financé? Comment c'est diffusé? Alors, en librairie, on le trouve évidemment, enfin à Bordeaux en tous les cas. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'indications sur le modèle économico-diffusion, vente? Alors, le modèle économique, il est assez complexe en fait parce que faire de l'imprimé, notamment local, parce que je ne l'ai pas dit, mais on imprime en Gironde, à Langon, à l'imprimerie Sodal. Donc, et pour nous, c'était cohérent d'un point de vue du projet, puisque c'est une revue qui parle de la région et donc on produit tout dans la région. Donc, l'impression, évidemment, devait respecter ce critère-là. Donc, ça a des coûts très, très élevés d'impression, des coûts de design aussi, puisque le travail de bureau de nuit qui représente des dizaines et des dizaines d'heures aussi a un coût. Depuis le deuxième numéro, on rémunère assez mal, mais on le fait quand même, les contributeurs et les contributrices, parce que voilà, c'est important pour nous de le faire.
Ça, c'est, on va dire, les deux postes de dépenses, les trois postes de dépenses les plus importants. Et en gros, une revue imprimée à 1000 exemplaires, coûte environ 13 000 euros. Entre 13 et 15 000. Et vous les diffusez comment? Vous faites des préachats avant? Comment ça se passe concrètement? On Et après, a quel est votre réseau de diffusion? Est-ce que vous appuyez notamment sur les lieux culturels avec Ouais, lesquels vous travaillez? exactement. Raconte-nous. Donc, alors que les recettes, c'est du coup en fait, sur le premier numéro, on avait lancé un appel à KissKissBankBank, donc comment dire, un crowdfunding, où du coup, on avait sollicité notre communauté. Parce que du coup, l'avantage quand même, c'est que vu qu'on existe avec le type depuis un certain nombre d'années, quand on a lancé le projet de Haki, notre communauté a quand même répondu présente, c'est-à-dire on a annoncé un projet d'édition papier, on a été très suivi, on a récolté plus de 10 000 euros sur KissKissBankBank sur ce premier crowdfunding. Donc ça, c'était quand même une grosse force de notre communauté directement. Et après, on est allé chercher des appels à projets, mais de manière très, très marginale, notamment de la ville de Bordeaux. Et sur le premier numéro, non, sur le deuxième numéro et sur le premier numéro, on a eu une aide, pareil, sur un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine, des appels à projets qui sont plutôt destinés aux jeunes qui se constituent en association, pas du tout des appels à projets focus média. Et donc voilà, donc on a eu cette aide publique, mais qui est très très faible. Notre communauté, on a refait un système de précommande sur le deuxième numéro pour avoir une avance de trésorerie parce que l'impression coûte énormément d'argent. Et puis, du coup, on sollicite des marques. Donc là, sur du sponsoring, finalement, il y a une page c'est à la fin de la revue toujours, ici, où en gros, il y a à la fois la liste de nos contributeurs, des gens qui nous ont soutenus en ligne, en précommande, ou voilà. Et puis, il y a une liste de structures culturelles qui sont plutôt basées dans la région. Il y a le Rocher de Palmer, par exemple, ou l'iBoat, ou le Confort Moderne à Poitiers, qui nous soutiennent pour voilà, une somme qui est plutôt symbolique, mais qui additionnée est quand même une aide assez importante pour nous. Et voilà, donc c'est un peu un mix en fait de surtout le soutien de notre communauté, un tout petit peu d'argent public et puis un petit peu d'argent de sponsoring plutôt privé. Voilà. Donc, voilà. Et puis sur la diffusion, enfin, je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions sur le modèle éco. Et puis, et numéro 3, on va accentuer la partie mécénat sponsoring parce que vu qu'on a en fait, on a une thématique qui est assez forte et on sait que ça peut intéresser quand même pas mal de marques de s'associer avec nous sur ça. On sait que la précommande va quand même moins marcher que sur les deux premiers parce que entre le 1 et le 2, il y a eu quand même une baisse assez importante de soutien parce que quand on lance un KissKissBankBank, la communauté a envie de soutenir, c'est un nouveau projet. Quand on lance le deuxième, les gens ils comprennent un peu moins. Mais comment ça, vous avez déjà été soutenu? Sauf qu'en fait, parce qu'en fait, à chaque fois, on équilibre à peine en fait entre recettes et dépenses. Enfin, voilà. Donc, on a quand même besoin de refaire de la précommande sur le numéro 3, plus donc accentuer cette partie mécénat sponsoring. Et puis, on resollicite la région sur un appel à projet. Toujours le même pour ces fameux jeunes constitués en association. C'est bien d'être jeune. C'est bien d'être jeune, ça a des avantages. Ça ne dure pas. Mais ça ne dure pas, exactement. Et voilà, on en profite en attendant. Et puis, on va essayer de voir auprès du département aussi, parce qu'il y a des aides pour… on a vu qu'il y a un appel à projet, enfin une subvention qui existe pour les projets qui sont bien avec plutôt littérature, mais apparemment sur la partie média, c'est quand même éligible. Et puis, on va essayer de voir, enfin, aussi au niveau local de la mairie, s'il n'y a pas quelque chose aussi. En fait, chaque numéro se finance par lui-même. Voilà, mais c'est à chaque fois un enjeu aussi, un enjeu éditorial et un enjeu économique à chaque fois. C'est ça, et du coup, c'est pour ça que c'est beaucoup de temps et d'énergie, d'efforts qu'il y a à chaque fois à remettre dans la bataille, quoi, parce que on repart un peu d'une feuille blanche à chaque fois. C'est à la fois sur le plan éditorial, bon, bah là, il y a tout à écrire, mais là, c'est plutôt excitant et intéressant. Puis après, on se dit, bon, bah, il y a quand même la partie économique qu'il faut gérer, où là, c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais beaucoup moins passionnante, quoi, à gérer, quoi. 2 mots sur la diffusion. Ah oui, et donc sur la diffusion, donc sur les 2 premiers numéros, il y a beaucoup de diffusion en direct, en fait, parce que les gens, en fait, commandent la revue, enfin, ils nous commandent la revue, donc on leur envoie l'objet directement par la poste. Et puis après, on a tout un réseau de librairies indépendantes
pour nous, c'est très important de travailler avec des librairies indépendantes parce que nous, on est un média indépendant, c'est les cultures indépendantes qu'on défend aussi à travers le type, à travers Aki. Donc, on ne va pas trop chercher à être diffusé auprès je sais pas quelle autre structure qui ne serait pas autre qu'une librairie indépendante. Mais du coup, voilà, on a à Bordeaux, mais dans toute la région, dans la Creuse, dans le Limousin, en Haute-Vienne, enfin voilà, Vienne, Haute-Vienne, dans Dordogne, enfin dans tous les départements de la région, en fait, les 12 départements de la région, on a des librairies qui diffusent Aki. Donc, en cela, vous avez à peu près le même modèle que Far West et sa revue, qui diffuse aussi beaucoup, enfin, qui s'appuie beaucoup sur les librairies indépendantes oui, pour son magazine papier. Ouais, tout à fait. Et puis après, on a aussi, alors, on a été contacté par des librairies internationales, notamment une librairie en Floride qui nous a contactés. Je ne sais pas comment ils sont tombés sur Aki, mais en tout cas, ils nous ont sollicité pour qu'on leur envoie 2 exemplaires de la revue. Donc, après, on a la revue qui est également distribuée dans une librairie francophone à Berlin et dans une librairie en Roumanie à Bucarest. Je ne sais pas qui va pouvoir acquérir la revue là-bas, mais bon, moi, c'est… Et puis, donc voilà, librairie indépendante. Il y a aussi des disquaires qui sont intéressés par notre revue. Notamment à Bordeaux, il y a Gimme Sound, qui est un disquaire avec qui on est pas mal proche, qui a d'ailleurs écoulé pas mal de revues. Donc, on voit que c'est intéressant qu'un disquaire soit aussi un bon diffuseur de la revue. Total Even l'a été aussi. Ouais. Et les marques que tu évoquais, type Rochette Palmer, Lifeboat, est-ce que même vendent le magazine? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément de lieu prévu pour ça. Donc, ce sera intéressant de voir d'ailleurs comment ça pourrait être le cas, mais pour l'instant, dans les lieux de diffusion, ils n'ont pas forcément de boutique. Il y a des musées qui le font. Le CAPC, par exemple, ils ont quelques revues qui vendent. Là, on a été contacté aujourd'hui par le TNBA qui sont intéressés pour être diffuseurs de la revue. Donc voilà. Donc le réseau se consolide petit à petit. Oui, voilà, c'est ça, petit à petit. C'est ça, exactement. Okay. Quel avenir tu vois à cette double aventure éditoriale? Je pense notamment au type qui est quand même basé sur un modèle coopératif et bénévole, participatif. Tu l'expliquais très bien, vous avez tous des employeurs qui, en ce qui te concerne, te prennent pas mal d'énergie et de temps. Donc, quel avenir tu vois à ce type de médias? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un passage de relais à une équipe plus jeune ou comment tu vois les choses? Déjà là, la grosse priorité pour nous, là, d'ici le début de l'année 2023, c'est de justement de se structurer en fait un peu plus pour que en fait on passe du bénévolat. Et enfin, je pense qu'il y aura sans doute peut-être encore pour longtemps cette dimension bénévole, parce que on voit que c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, un tremplin aussi pour des jeunes rédacteurs, rédactrices qui n'ont pas forcément de plateforme pour s'exprimer par ailleurs. Je pense qu'on va continuer quand même cette partie-là. Et après, par contre, sur un modèle, sur une équipe plus structurante, on va quand même essayer notamment sur la communication ou sur d'autres fonctions support où là, on a besoin de se professionnaliser, peut-être d'être accompagné d'ailleurs, mais de voir, le modèle du bénévolat, je pense que là, il a un petit peu fait son temps et je pense qu'il faut qu'on passe un autre cap, ou sinon, malheureusement, le projet va peut-être, pourra pas durer, en tout cas, sous ce format-là, disons. Okay. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur Internet? Il reste qui? Il reste Gabriel? Ouais. Dans la salle? Ou des témoignages? J'avais remarqué, moi, que le type était très, très rap ces derniers temps. Parce que la scène à Bordeaux est active. Peut-être revenir… s'il y a une question, je dois filer. Très bien. Merci, Gabriel. Peut-être une dernière question. Avec plaisir, Gabriel.
sur la newsletter, pour la lettre d'information, pardon, que pour ma part, je trouve très bien faite. Parce qu'à la fois, elle présente vos dernières actualités, elle présente des artistes, mais elle présente aussi un peu des événements de l'écosystème médiatique, artistique, culturel. Quels objectifs éditoriaux et de régularité vous vous donnez sur cette newsletter et comment elle est perçue? Alors, elle est hebdomadaire déjà. Enfin, elle était quinzomadaire. Elle était quinzomadaire avant l'été. Ouais. Et là, on essaie de la rendre hebdo. Il y a eu un petit raté la semaine dernière. Mais, c'est ce qui m'a semblé. ouais. Hebdo, ça me paraissait ambitieux. Ouais, voilà. Donc, on va essayer. Moi, j'attends ma newsletter du type toutes les semaines. Voilà, le mercredi à 9h. Je ne sais pas si c'est un bon moment d'ailleurs pour le recevoir, mais j'aimerais bien des retours, témoignages là-dessus à l'occasion. Mais en tout cas, oui, elle est hebdomadaire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir une vision à la fois sur la dimension agenda, qui est quelque chose aussi qu'on fait sur Instagram. Pour rendre compte, parce qu'aussi on est extrêmement sollicité par beaucoup d'événements qui ont besoin en fait d'avoir du relais pour leur projet. Donc on le fait à travers cette newsletter et puis sur Instagram où on a un agenda. Et puis après, en fait, on est beaucoup sollicité aussi souvent pour des relais de projets, mais qui parfois en fait sont qu'on peut difficilement retranscrire sous format d'article. Et du coup, la newsletter est un bon outil en fait pour relayer ce contenu-là à cet endroit-là. Et donc pour ça, c'est assez pratique de le faire là. Et puis après, oui, c'est aussi pour, comme tu disais, pour relayer nos contenus, nos articles. On voit qu'elle est beaucoup suivie essentiellement par les acteurs culturels, les projets culturels, les médias et les élus et les adjoints à la culture. Quand on l'envoie, on a souvent des messages de je suis absent, mairie de Lormont ou je sais pas où, dans la métropole bordelaise. Et donc voilà, mais c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a, en tout cas, les personnes qui s'intéressent aux enjeux culturels à Bordeaux et puis autour sont abonnées à la newsletter. Donc c'est chouette. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pousser. Je n'ai pas répondu sur ta question précédente sur le développement de le type, je te parlais de ce Discord où on est en train de réfléchir justement à, au-delà de notre rôle de média qui documente, qui traite des sujets, essayer de proposer aussi une plateforme un petit peu aussi de mise en lien entre des acteurs culturels, avec des artistes, avec des élus justement, parce qu'on est un peu au carrefour de tout ça avec le média. Et donc proposer justement quand il y a des appels à projets dédiés aux artistes, de leur dédier sur cette plateforme-là, ou des appels à projets pour les acteurs culturels, pour leur proposer, et un peu créer une communauté un peu plus resserrée. Ça, c'est un peu quelque chose sur lequel on réfléchit en ce moment, qui pourrait être un axe de développement assez intéressant, et pour lequel on a identifié aussi des appels à projets qui nous permettraient de structurer la chose un peu mieux. En tous les cas, ce qui est évident, moi, ce qui me frappe avec votre newsletter, c'est que c'est une vraie source d'information. Et moi, je découvre des artistes. Alors, je suis un peu focalisée sur ceux qui sont loin de Bordeaux, mais on découvre, et puis des infos aussi sur le milieu culturel. Donc, c'est une vraie source d'information pour les journalistes qui œuvrent ou réfléchissent sur les questions culturelles. Ouais. Ok, d'autres questions? Je me demandais, est-ce que les podcasts seraient une nouvelle forme pour le type? C'est une bonne question. On y a réfléchi, on en a lancé quelques-uns. D'ailleurs, William avait fait notamment un podcast à l'occasion d'un festival avec Marc Rébillet lors de Vie Sauvage il y a plusieurs années maintenant. Ouais. Mais du coup, en fait, on en a fait, mais de manière un peu éparse. C'est-à-dire qu'on sort un podcast à cette occasion-là, on sort un podcast parce qu'il y a une opportunité lors d'un événement ou voilà. Et en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est essayer plutôt de réfléchir de toute façon sous une logique de série ou sous une logique un petit peu plus structurée. Peut-être une série de podcasts sur les artistes à Bordeaux, avec un format qui serait assez charpé, assez défini. Mais oui. Mais après, voilà, ça demande là aussi beaucoup de temps et d'énergie. Mais là, on essaie
pour l'instant, c'est plutôt de se concentrer sur la vidéo en termes de nouveaux formats. On explore quand même de plus en plus. On a notre agenda maintenant qui sort toutes les semaines, qui est fait par notre graphiste, qui a un format un peu dynamique. On a la série Le Type de Rap avec Clément et Sarah qui est super bien identifiée par la scène rap locale. On est sollicité assez fréquemment pour faire des formats comme ça. On a un autre format sur lequel Sarah travaille, qui s'appelle En résidence, où quand il y a des artistes en résidence dans des lieux culturels à Bordeaux, Sarah va à leur rencontre, les interviews sur le format de résidence sur lequel ils travaillent, sur leur live. Et du coup, là, on a fait 2 épisodes avec l'iBot, mais l'idée, c'est de pouvoir en faire d'autres pour d'autres lieux, parce que le format de résidence, c'est quelque chose que les lieux culturels travaillent de plus en plus. Donc là, on est plutôt sur ce format vidéo, mais on commence de manière très embryonnaire à réfléchir à TikTok aussi, mais en se demandant plutôt qu'est-ce qu'on pourrait vraiment proposer sur TikTok. Mais bon, quand on voit l'impact que ça a auprès des jeunes générations, c'est quand même quelque chose, il faut se poser la question, je pense. Pas forcément y aller, mais en tout cas se poser la question. Mais voilà. Et puis après, le podcast pourrait être aussi quelque chose. On a des amis à Bordeaux, Octave Sonore, qui sont là-dessus. Après, oui, je ne l'ai pas dit aussi ça, mais on travaille aussi sur le développement d'un modèle d'agence oui. qui en est vraiment assez balbutiement. Là, on est plus en train de mettre à plat tout ce qu'on pourrait mettre en avant dans le cadre de notre travail d'agence. Et puis ensuite, on va venir proposer, sans doute début 2023, avec un nouveau nom, qui sera connecté au type, mais qui aura sa propre identité et qui pourra montrer qu'est-ce qu'on est. En fait, on travaille des contenus éditorialisés depuis très très longtemps. On a un pool de gens qui sont bons là-dedans, sur de la vidéo, certains sur du podcast, sur de l'écriture, sur de l'éditorialisation de manière plus globale. Et du coup, comment on peut proposer ce savoir ou cette expertise auprès de marques qui ont envie de communiquer comme des médias. Voilà. Donc, c'est par là que passera sans doute le modèle économique. Notamment, oui. Tout à fait. Il n'est pas très original en soi. Non, mais malheureusement, quand on est un média en 2022, il y a assez peu de… Voilà. Et c'est vrai qu'on nous pousse beaucoup vers ce modèle-là, c'est-à-dire vendre des contenus. Et pour ça, il faut effectivement se structurer. Exactement. Je voulais revenir juste sur un point. Comment vous faites, l'équipe, le collectif, pour être représentatif de la grande région? Parce que vous êtes quand même très bordelais, globalement. L'équipe est bordelaise, sauf moi qui ne vis plus à Bordeaux depuis 5 ans et demi maintenant. Mais toute l'équipe est basée à Bordeaux, donc on n'est pas du tout représentatif de la région de l'Aquitaine. D'ailleurs, c'était précisé dans l'édito de qui, je crois. On nous disait que voilà, oui, donc on n'est pas du tout représentatif de la région, mais l'appel à contribution, en tout cas dans Aki, l'appel à contribution peut servir à nous connecter avec d'autres personnes ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Sur le 2e numéro, on avait été sollicité par une philosophe qui était basée dans la Creuse, par exemple, et qui avait contribué du coup avec un très bel article sur la métive, que tu dois connaître. Oui, que je connais bien. Donc, grâce à l'appel à contribution, on ne sera jamais représentatif de la région. La région, elle est immense de toute façon, et puis elle est beaucoup trop vaste pour prétendre à une toute représentativité. Mais en tout cas, on essaye avec l'appel à contribution d'élargir le champ qu'on couvre. Et puis après, sur le type, sur Aki, il y a cette dimension-là. Et puis après, sur le type, on reste quand même très, très ancré sur Bordeaux. Ça nous arrive de parler d'autres événements dans la région, parce que l'idée, c'est aussi que les Bordelais qui aiment bien rester à Bordeaux, on essaie de les pousser à aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs dans la région. Mais c'est vrai que on n'est pas représentatif pour répondre à cette question. Ok. Dernière question? Non? Merci beaucoup à Laurent Bigarella, qui représentait à la fois le type, à la fois Aki et plein d'autres choses en devenir, si j'ai bien compris. Merci au Club de la Presse de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Et puis, bon vent. Merci. À bientôt. Merci à toi.